Question que moi je dis simple, qui demande une réponse aussi simple, mais parfois on raconte que c'est complexe. Mais je pense que c'est un long processus. Alors, avant de parler de trajectoire de développement, je dirais qu'il faut avoir en tête l'idée de niveau de développement. Alors, il y a dans la littérature, c'est assez consensuel finalement, l'idée d'échelle de développement professionnel. Alors, règle générale, on commence par novice ou débutant et on termine ça par expert. Et dans les programmes de formation bac, master, qui sont les formations initiales, on utilise souvent novice, intermédiaire, compétent. Et on estime qu'au niveau compétent, la personne a développé, a réalisé les apprentissages attendus pour mettre en œuvre chacune des compétences d'une manière judicieuse. Alors voilà, donc, pour bien comprendre l'idée de trajectoire de développement, il faut avoir en tête ces niveaux. Disons qu'on en aurait trois. Euh, pour une formation de 5 ans, bac 3 ans, master 2 ans. Et par exemple, si il y avait une compétence dans le domaine de la santé qui était évaluer le patient, peu importe qu'on soit en soins infirmiers, en médecine ou autre, on pourrait dire, mais quel est le développement, quel est le processus ou quels sont les apprentissages que l'étudiant doit réaliser pour atteindre le niveau novice et ensuite passer du niveau novice à intermédiaire et ensuite du niveau intermédiaire à compétent. Et ces apprentissages qu'il doit réaliser, voilà ce qu'on appellera trajectoire de développement. Donc, ça, ça voudrait dire que chaque équipe de formateurs ou de formatrices devrait expliciter qu'est-ce qui fait que euh, moi, comme étudiant, ou cet étudiant-ci atteint le niveau novice, qu'est-ce qu'il doit apprendre? On certifie ses apprentissages. Et s'il y a donc des trajectoires pour aller jusque-là, puis la trajectoire se poursuit jusqu'au niveau intermédiaire, évaluation certificative à nouveau, et on reprend trajectoire de développement jusqu'au niveau compétent. Puis dans la vie professionnelle, on pourrait dire aussi qu'il y a deux autres étapes, les échelles de reconnaissance, avancé, expert. Et donc, si on s'intéressait ici à ce type de formation continue, on pourrait également tracer, déterminer des trajectoires de développement pour compétent à maître, maître à expert. Et d'ailleurs, l'expérience de la semaine dernière et ce qui a été présenté au terme de cette série de rencontres Projet Compétences QV 2012, on voit bien qu'il y a plusieurs équipes qui n'arrêtent pas la précision ou la détermination des trajectoires de développement au niveau compétent, mais le poursuivent ou ont l'intention de poursuivre cette démarche d'explicitation. Mhm. Euh, logiquement, on devrait se la poser dès qu'on essaie de déterminer des compétences. Maintenant, mon expérience avec les équipes m'amène à penser que euh, c'est c'est presque un obstacle si on a ça dans la tête au début, parce que les gens à qui on s'adresse ont tendance à naturellement, ils pensent aux cours qui sont offerts déjà et en pensant aux cours qui sont déjà offerts, ils pensent au parcours que l'étudiant fait déjà, même si ce n'est pas inscrit dans une logique de compétences ou c'est faiblement inscrit dans une logique de compétences. Et mon hypothèse, c'est qu'ils n'arrivent pas facilement à prendre de la distance par rapport à ça. Alors, moi, dans l'accompagnement, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'abord de déterminer les compétences elles-mêmes, les composantes essentielles, les situations professionnelles. Et puis, après ça, se poser la question, mais une fois que nous avons tout ça devant nous, euh, comment est-ce que l'étudiant va, à quel parcours de formation ou à quel itinéraire
de formation l'étudiant va participer ou dans quel itinéraire il va s'inscrire pour développer ces apprentissages-là. Et c'est à ce moment-là où, pour moi, la question de trajectoire de développement devient cruciale et même celle un petit peu avant de niveau de développement parce que je connais des équipes qui ont 4 niveaux, pas ici, mais disons quelque part au Québec, qui ont 4 niveaux de développement, d'autres qui en ont 2. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est une règle générale d'en avoir 3, mais 3 dans une formation de 5 ans, c'est logique, c'est cohérent et tout. Mais définir des trajectoires de développement ou tracer des trajectoires de développement, c'est pas très simple. Même si moi, je dis toujours que c'est simple. Et à la présentation des projets compétences de cette semaine, il y a une personne, une responsable, qui m'a un peu fait le reproche, dans le fond, comme si j'avais gardé ça secret un certain temps, qu'il fallait faire des trajectoires de développement. Et tout à coup, elle réalisait que des équipes en avaient. Euh, mais dans l'accompagnement, effectivement, je ne mets pas ça au premier plan. Sauf que je pose toujours la question aux gens, euh, comment allez-vous évaluer la progression de l'étudiant? Et effectivement, comment allez-vous évaluer la progression de l'étudiant pour chaque compétence? Mais là, forcément, on arrive à la question, mais sur quelle base, sur quel rationnel? Et j'ai l'idée que les trajectoires de développement sont la base, ou constituent la base qui permet de faire une évaluation judicieuse. Mais c'est vrai, moi je pense aussi que c'est très difficile pour une équipe d'envisager tout de suite et un référentiel de compétences et des trajectoires et des niveaux. Et bon, les équipes sont un peu perdues quand on vient avec autant de nouveaux concepts et autant de peut-être conseils pour avancer. Donc je pense que c'est une bonne idée de commencer par travailler les compétences et leurs composantes essentielles, c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on vise, quel type de professionnel est-ce qu'on veut former dans notre Mhm. master par exemple. Et puis une fois qu'on est bien d'accord là-dessus, alors on se dit ok, mais chacune de ces compétences-là, comment est-ce qu'elle se développe en fait? Ça se passe comment pour essayer de développer cette compétence-là, plutôt d'aider les étudiants à la développer. Et alors là, on peut s'intéresser aux trajectoires. Je pense qu'aborder tout d'un coup, ce serait absolument décourageant pour les équipes avec lesquelles on travaille. Puis c'est complexe, c'est complexe. Et si on commence tout de suite par euh, ces niveaux et ces trajectoires de développement, les enseignants vont avoir cette tendance à retomber sur leurs cours, Mhm. vouloir que leurs cours aillent se caser dans un des tiroirs, et puis finalement on perdra le sens général de la démarche. Alors que commencer par ce sens général et puis descendre éventuellement dans les tiroirs, là ça assure plus de cohérence au dispositif, oui sans doute. Mais dans ce sens-là, si je peux ajouter, ça fait 2 fois, Marianne en a parlé, moi j'en ai parlé aussi, que très rapidement, les profs retournent au programme qui existe déjà. Et quand on n'a pas de référentiel de compétences dans les mains, même si n'est pas complètement formalisé, au moins avoir une base qui est déjà passablement circonscrite, si nous n'avons pas ça, ben, les gens reprennent une logique de connaissance et estiment que, bon, pour maîtriser telle compétence, il faudra bien développer telle connaissance et telle connaissance. Et ils tracent le parcours de professionnalisation, le parcours de développement par les connaissances plutôt que par une logique ou avec une logique de compétence. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est crucial et je pense que Marianne et moi partageons ce point de vue. Je dirais que les trajectoires de développement ne donnent pas nécessairement une méthodologie, mais ils constituent un cadre vraiment très contraignant, je dirais ça comme ça, pour faire l'évaluation du développement de la compétence. Alors, forcément, le développement de la compétence, ça oblige à apprendre quelque chose qui est de l'ordre des ressources ou des savoirs, si on veut parler comme ça, ou des savoir-faire, où il y a beaucoup d'équipes, et je suis d'accord avec ça, qui parlent d'attitude professionnelle ou de valeur professionnelle. Mais tout ça,
que je peux apprendre dans différents lieux, différents contextes, à la limite, différents modules. Tout ça, si je le regarde isolément, ça ne me dit pas quelque chose de précis par rapport au système qui est la compétence. Et donc, il faut prévoir, il faut développer des moyens qui nous permettent d'évaluer la compétence elle-même et non pas des éléments qui pourraient être à la base de la compétence et permettre que, comme étudiant, j'ai développé certains éléments. Si j'évalue seulement des éléments, je suis dans des parties d'un tout, je ne suis pas dans un tout. Oui, mais disons que quand on voit une trajectoire de développement avec, mettons, ces 3 niveaux, débutant, intermédiaire et puis compétent, quand on lit le descriptif du niveau débutant, par exemple, ou du niveau intermédiaire, on comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une accumulation de savoir, qu'il s'agit déjà de quelque chose de complexe, de quelque chose qui intègre différents types de ressources. Et ça, c'est intéressant pour les enseignants parce qu'ils se disent tout de suite que dès lors, même le niveau débutant, il ne peut pas se mesurer uniquement avec un QCM de connaissances. On est déjà dans autre chose. On est déjà dans la complexité, même au niveau débutant. Et donc, pour un enseignant qui lit le contenu de la case 1, qui est la case débutant, voilà, il a tout de suite une indication du fait qu'il va falloir traiter la complexité dès ce niveau, qui est pourtant un niveau de bac 1, de bac 2. Et donc, les étudiants, si on veut les évaluer en bac 1, en bac 2, on doit déjà les plonger dans des savoirs agir complexes, contextualisés. Et voilà, alors, quand on nous demande si c'est important, ces niveaux pour l'évaluation, ben, je dirais oui, parce que ça envoie déjà un signal aux enseignants que l'évaluation, dès le départ, il faut faire avec la complexité quand on évalue les étudiants et on ne peut pas se contenter d'évaluer rien que la maîtrise de ressources. Ça se voit déjà dans les niveaux des trajectoires de développement. Et si on n'avait pas les trajectoires de développement, il n'y aurait pas cet incitatif ou il n'y aurait pas ce cadre pour évaluer la compétence. Dans l'accompagnement des équipes, notamment cette année encore plus fortement que les années précédentes, la logique que nous avons suivie ou la logique qui moi, m'aide à encadrer les gens, c'est définir une compétence, des composantes essentielles. Je passe rapidement parce qu'on connaît assez ça, qui explicite la compétence, des situations professionnelles et après des trajectoires de développement. Voilà pourquoi j'ai un peu hésité. Et dans les deux exemples, il y a un exemple, celui d'architecture, où les trajectoires de développement sont rattachées aux situations professionnelles, qui, elles, sont rattachées aux compétences. Et dans le référentiel de compétences pour la formation des enseignants en histoire, géographie, sciences sociales au Chili, c'est à l'Université de Santiago, les trajectoires de développement ne sont pas rattachées aux situations professionnelles, elles sont rattachées à la compétence. Et juxtaposées, il y a les trajectoires de développement et les situations professionnelles. Alors, je dirais que moi, j'argumente l'idée qu'il vaut mieux ou il est préférable. Avant, je disais il est plus logique de, mais maintenant, j'hésite un peu à aller jusque-là. Mais je dirais il est préférable, selon moi, toujours, de définir les trajectoires de développement ancrées sur les situations professionnelles. Alors, par exemple, ici en architecture, pour aller rapidement, ils ont 4 compétences et une compétence, c'est instruire une question architecturale. Et par rapport à cette compétence-là, ils ont défini 3 situations professionnelles. Une est le balisage du cadre d'études, l'autre est l'approche de la complexité de l'espace et du contexte, et la troisième est la formulation des hypothèses de travail. Mais ici, je dirais par exemple que c'est susceptible peut-être de changer un peu parce qu'ils vont faire valider ce référentiel, donc c'est plutôt la logique que je voudrais argumenter. Et donc, juste pour donner un exemple, je ne vais pas aller jusqu'au bout de tous ces écrits-là. Je crois que les gens pourront le voir dans le montage, voilà. Si on regarde les trajectoires de développement par rapport à
disons, le balisage du cadre d'études, qui est une première situation professionnelle. Ils ont 3 trajectoires de développement énoncées ainsi. Faire émerger une question architecturale au travers d'éléments observables. Deuxième trajectoire, soumettre à l'analyse critique une question ou une réponse déjà proposée. Troisième, reformuler la question à la lumière de l'analyse critique réalisée. Ben, si je se remémorerait ce que Marianne a dit il y a quelques minutes, euh, on verrait que pour évaluer ça, on ne peut pas évaluer des connaissances. Il faut évaluer comment l'étudiant arrive à faire émerger une question architecturale. La première trajectoire, ben, c'est pas un, deux, trois dans ce ordre-là, mais disons, et la seconde, soumettre à l'analyse critique une question ou une réponse qui est déjà proposée, donc une analyse, ou reformuler la question à la lumière de l'analyse critique réalisée. Et puis, bon, je pourrais continuer, mais les gens pourraient lire. Et ici, un travail qui n'est pas terminé, excusez-moi, on n'a pas encore, mais ça viendra très prochainement, déterminer à quelle étape de développement se rattache chacune des trajectoires. Alors que dans le cas du programme de formation en enseignement, histoire, géographie, sciences sociales à l'Université de Santiago, là, on a déterminé les trajectoires de développement. Mais je rappelle donc que dans ce cas-là, euh, pour la quatrième compétence que je vais lire, mais qui est une compétence qui porte sur l'évaluation des apprentissages, donc c'est une formation d'enseignant, concevoir et mettre en œuvre des démarches et des instruments d'évaluation assurant une appréciation et une rétroaction valide quant aux apprentissages des élèves et soutenant des prises de décision réfléchies dans la suite de la formation. Ça a toujours l'air très... oui, mais c'est très latin aussi. On est au Chili, en Espagne, en espagnol. Mais donc, ayez en tête que c'est évaluation des apprentissages et formation des enseignants primaires, secondaires, avec un accent plus pour le secondaire. Et donc, pour cette compétence, eux définissent 3 situations professionnelles. La première, conception, implantation d'instruments d'évaluation. La seconde, conception et mise en œuvre de plans et de procédures d'évaluation des apprentissages en tenant compte de divers contextes d'apprentissage. Et la troisième, la prise de décision en vue de l'amélioration de l'apprentissage des élèves en recourant à des données issues de l'évaluation. Celle-ci, pour eux, elle était extrêmement importante parce qu'ils ont en tête l'idée où ils se représentent que les enseignants donnent souvent transmettent des appréciations aux élèves quant à leurs apprentissages, mais que ce n'est pas vraiment issu logiquement de l'évaluation. C'est plutôt de l'ordre d'une idée ou d'une intuition qu'on a, où ça tient compte de plusieurs éléments. Et alors, eux, ben, vous pouvez les voir dans la présentation incluse dans ce montage que les trajectoires de développement sont toujours situées à gauche et jamais les situations professionnelles, excusez-moi, les situations professionnelles sont situées à gauche et jamais les trajectoires de développement sont attachées à une situation professionnelle particulière. Donc, ça forme un ensemble. Et puis, il y a 3 niveaux de développement qu'on pourrait dire niveau novice, intermédiaire, compétent. Sauf que dans leur cas, et ça c'est important d'avoir ça en tête quand on en parle ici, euh, la formation dure 5 ans, mais ils n'interviennent pas sur cette compétence avant la 3e année de la formation. Et donc, quand on voit la manière dont sont positionnées les trajectoires de développement, le premier niveau est au terme de la 3e année, le deuxième au terme de la 4e année, et le troisième, le niveau compétent, au terme de la 5e année. Et bon, alors, pourquoi est-ce que moi, je préfère et que j'argumente, j'incite les équipes à avec les trajectoires rattachées aux situations professionnelles, euh, notamment parce que j'ai vu avec ces gens-ci que ils ont tendance à
négliger les situations professionnelles et à ne regarder que les trajectoires. Et les trajectoires ne reprennent pas nommément ou ne reprennent pas d'une manière directe. Ça peut être le cas parfois, mais ce n'est pas toujours le cas des situations professionnelles. Donc, ça serait plutôt la crainte que les situations professionnelles soient négligées. Et ça, c'est une question importante parce qu'on voit ici à l'Université de Liège, notamment chez les logopèdes, où ils se posent la question, est-ce que, par exemple, des pathologies du langage ne pourraient pas être des situations professionnelles si on pense qu'ils ont une compétence qui porte sur le traitement, une qui porte sur l'évaluation. Et là, on voit dans leur questionnement à ces gens, les logopèdes de l'ULG, qu'elles reconsidèrent ou elles considèrent les situations professionnelles. Mais si une équipe fait ça, je n'ai pas de crainte. Mais si une équipe ne fait pas ça, j'aurais certaines craintes. Mais moi, je trouve que dans un premier temps, on trouve ça assez logique de partir des situations professionnelles et puis d'en dériver des trajectoires de développement. Mais quand on essaie vraiment de le faire, c'est pas si simple que ça. Et parfois, c'est plus facile pour une équipe de se dire oui, mais moi je vais partir éventuellement des compétences. Puis pour chaque compétence, je vais essayer de me demander quels sont les apprentissages critiques, donc les apprentissages les plus importants, les apprentissages majeurs, les éléments pour lesquels je me dis je ne voudrais pas que mon diplômé sorte sans avoir travaillé ce savoir-agir là. De cette façon-là. Alors si c'est vraiment un apprentissage critique important, on va en faire une trajectoire de développement avec un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, novice, intermédiaire, expert. Et puis on ne va pas oublier les situations professionnelles quand même, on va les mettre à droite parce qu'on sait que pour que l'étudiant passe par les 3 étapes de cette trajectoire, donc développe cet apprentissage qui est vraiment critique, il va falloir le mettre dans une situation professionnelle et normalement même dans plusieurs situations professionnelles. Donc voilà, les situations, elles peuvent être à gauche ou elles peuvent être à droite. Et je pense que d'après les sensibilités des équipes aussi et la manière dont elles préfèrent travailler, certaines partent des situations professionnelles, d'autres partent des compétences. Mais l'important, c'est de se retrouver avec des trajectoires qui comprennent des niveaux et qui sont vraiment la manière dont on va travailler les apprentissages les plus critiques avec les étudiants. Et qui mettent toujours de l'avant la logique des compétences. C'est dommage que je n'ai pas avec moi ce que fait actuellement l'équipe en droit ici à l'ULG, parce que c'est vraiment une équipe qui a, mais très fortement, essayé de tracer les trajectoires de développement ancrées sur les situations professionnelles. Et finalement, après de nombreux essais, cette équipe-là a pris la décision, et j'étais d'accord avec ça, de placer ce que Marianne dit, par exemple, les trajectoires de développement et d'y ancrer les situations professionnelles. Et la raison pour laquelle je regrette de ne pas avoir devant moi leur document, c'est il y a une compétence qui s'appelle rédiger des textes juridiques. Et puis, bon, on voit bien que rédiger ce qu'eux appellent un acte de loi, ou rédiger un contrat, ou, donc, et puis, pour eux, c'est pas un simple transfert d'apprentissage, c'est que ces éléments-là sont suffisamment différents l'un de l'autre, ou ces situations, pour obliger des apprentissages particuliers par rapport au développement de la compétence. Mais si j'avais cet exemple-là, ce serait un très bon exemple où tout à coup, les situations professionnelles sont non seulement des lieux de mise en œuvre de la compétence, mais sont des lieux de mise en œuvre de trajectoires de compétences pour développer l'ensemble de la compétence. Mhm. Ben, moi, je leur dirais d'abord, ou je souhaiterais d'abord qu'ils aient développer leur référentiel et que leur référentiel soit passablement stabilisé, entre guillemets. Bon, ça peut toujours varier un peu, mais bon. Après, je leur ferai la proposition suivante, qui serait
posez-vous la question, qu'est-ce que vous exigez de vos étudiants ou considérant ces compétences-là, qu'est-ce que vous allez exiger de vos étudiants pour les reconnaître comme étant compétents au terme de la formation? Et donc, prendre le temps de formaliser ça, de libeller ça. C'est pas un verbe, ça, je crois. Ou d'énoncer euh, ce développement. Et je ferai à rebours. Parce que mon expérience me démontre que si on commence par le premier niveau, le premier niveau est déjà, me semble-t-il, très fréquemment démesurément exigeant. C'est que, on se dit, mais mon Dieu, comment est-ce que l'étudiant va pouvoir développer ça en un an ou deux? Et surtout, comment se fait-il que nous qualifions ça de novice? Donc, et je pense que, me fiant sur mon expérience, je poserais l'hypothèse que les professeurs ont beaucoup plus de facilité à définir ce qu'ils attendent au terme de la formation. Et après, remonter à dire, bon, où est le second niveau de développement, s'il y en a trois. Et alors, déjà, ce niveau de développement, mais qu'est-ce qu'on attend des étudiants? Et puis ensuite, le premier niveau de développement. Mais c'est vraiment, ce sont les trajectoires de développement, excusez-moi, les compétences qui me guideraient dans l'explicitation de ces trajectoires de développement. Mais toujours les compétences. Et donc, c'est pour ça que dans les tableaux, ben, c'est ce qu'on a fait dans le projet compétences ici. Les connaissances, ce qu'on appelle les ressources, savoir-faire, attitude professionnelle, peu importe comment on les nomme, ce sont souvent les derniers éléments qu'on considère et qu'on rattache euh, aux trajectoires de développement euh, parce que ce sont des éléments cruciaux, essentiels, incontournables, mais ce n'est pas leur apprentissage qui va permettre de maîtriser la compétence. C'est la mobilisation dans des... Donc, c'est cette logique-là. Mais mon expérience de ces tableaux me dirait aussi que, et ça, il y a 2 ou 3 personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui me racontent ça, les profs commencent à lire à droite, donc ils lisent le domaine de ressources, puis ils disent, ah, ok, je sais, mon cours est là. Et donc, voilà, maintenant, on passe à autre chose. Mais là, on va jouer du ping-pong parce qu'au fur et à mesure que l'autre parle, ça donne de nouvelles idées. Mais si on prend les réflexions qui sont un peu dans le vent pour l'instant, dans toutes ces équipes qui mènent des réformes, hein, parce qu'il y a des réformes en rapport avec les compétences, mais il y a d'autres types de réformes aussi à l'ULG. Et je dirais, un petit conseil, c'est peut-être éviter de penser que l'étudiant n'est capable de rien faire de complexe avant la dernière année de ses études. Parce que si on pense ça, alors on n'arrivera jamais à dériver des trajectoires de développement pour lesquelles il y a déjà des apprentissages critiques intéressants qui se font en bac 1. Moi, je pense que les étudiants en bac 1 peuvent déjà être placés dans des situations relativement complexes. Ils peuvent déjà être utiles à un professionnel, par exemple, et pour essayer de savoir en quoi il peut être utile, on peut se dire, par exemple, mais tiens, si ce professionnel qui est formé en 5 ans chez nous pouvait avoir un assistant, qu'est-ce que l'assistant pourrait déjà faire? L'assistant dentiste, l'assistant psychologue, l'assistant logopède, qu'est-ce qu'il pourrait déjà faire de concret et de complexe? Bien, quand on se demande ça, on peut parfois arriver à déterminer ce que serait le premier niveau de développement de des compétences. Et l'étudiant est déjà plongé dans une situation dans laquelle il va apprendre des tas de choses, mais dans laquelle il va aussi pouvoir faire preuve d'un certain niveau de compétence sans attendre la 5e année, parce qu'on ne peut pas tout faire en 5e année. Ben, dans cette semaine-ci, moi, je voudrais souligner 2 ou 3 choses. Mais une chose que j'ai entendue au moment où les personnes présentaient l'avancement de leurs travaux, leurs réflexions, leurs apprentissages et tout, à chaque groupe compétences, une personne a raconté qu'elle avait pensé que le niveau 2 serait M1. Et c'est un niveau 2 qui porte sur l'intervention.
et à la réflexion et en pensant à tout ce qu'elle peut faire avec le référentiel de compétences, elle a posé l'hypothèse que le niveau 2 pourrait être en B3. Et c'est intéressant, mais ça va avec ce que Marianne vient de mentionner. Je pense que quand on, on aide l'étudiant à entrer dans la complexité, à négocier la complexité, à comprendre davantage tous les éléments qui sont là, on réalise un jour qu'il est capable de faire ça et que c'est pas nécessaire d'entrer par cette voie-ci et d'ajouter celle-ci et un jour d'arriver à la compétence. Donc, moi, je pense qu'il pourrait y avoir des changements comme ça qui seraient importants, mais euh, qui viennent après usage, où on dit, ah, voilà. Et puis, elle avait une réflexion intéressante, cette personne qui présentait. Elle a dit, bon, est-ce que c'est possible qu'un étudiant soit novice 3 ans? Ce qui, ce qui est une question, à mon avis, je ne l'avais jamais formulée comme ça, mais je la mets dans mon bagage linguistique ou sémantique. Mais je trouve qu'effectivement, si un étudiant passe 3 années d'apprentissage, ça m'étonnerait que le seul niveau qu'il ait atteint, ce soit novice. Je crois qu'il est rendu beaucoup plus loin que ça. Il y a peut-être une réflexion aussi intéressante qui a émergé avec le travail avec ces équipes, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'il faut que les trajectoires progressent avec les années d'études et que si un référentiel, par exemple, comporte 5 compétences, mettons, 5 Mhm. compétences, 4 compétences, est-ce que l'étudiant doit avoir atteint le même niveau dans Ouais. chacune des 4 ou 5 compétences à la même date, disons, par rapport à son cursus? Par exemple, est-ce qu'il doit avoir atteint le niveau novice à la fin du deuxième bachelier pour les 4 compétences, ou est-ce qu'il peut être novice sur la compétence 2, intermédiaire sur la compétence 3, etc. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle les équipes sont confrontées. Ça comporte une certaine dose d'arbitraire parfois, de se dire, bon, ben, on va décider pour se faciliter la tâche que le niveau novice, ce sera à la fin du deuxième bachelier, par exemple, le niveau intermédiaire à la fin du troisième bachelier, et puis le niveau compétent à la fin du deuxième master. Et là, on peut décider quelque chose comme ça, et Mm. puis adapter les trajectoires de développement pour que ça colle à cela. Mais il ne faut pas se dire que tout doit être logique dans le meilleur des mondes à tout moment, parce que voilà, construire un référentiel avec des trajectoires de développement, avec des niveaux, ça comporte une certaine dose d'arbitraire de la part du corps enseignant qui va se mettre d'accord sur un certain formalisme du référentiel par facilité de communication avec les étudiants, par facilité d'organisation des sessions, de rentrée des dossiers de réussite éventuellement, des portfolios dans lesquels les étudiants vont faire preuve du développement de leurs compétences. Pour faciliter tout ça, parfois il faut prendre quelques décisions arbitraires, mais voilà, ça fait partie des concessions à faire. Et je pense que chacune des équipes en chemin se pose des questions Mm. similaires et prend des décisions comme celle-là. Moi, je pense que 3 niveaux, ça représente fidèlement ce qu'on intègre dans la formation initiale ou dans une formation initiale. Mais bon, je n'aurais pas 130 écrits à documenter pour dire oui, c'est effectivement ça. Euh, je vois des lieux à l'Université Laval au Québec dans un programme qui s'appelle Doctorat en pharmacie. La durée de la formation est 4 ans. Ils ont 4 niveaux de développement, novice, débutant, intermédiaire, compétent. Et il y a une raison très pragmatique pour laquelle ils ont fait ça. Mais ils ont vraiment décrit qu'est-ce qu'il faut avoir appris pour atteindre le niveau novice, débutant, etc. Mais ils ont une évaluation annuelle certificative sur chaque compétence. Et donc, la formation dure 4 ans. Ils ont défini 4 niveaux de développement. Mais je ne dirais pas que c'est le seul rationnel qui les a amenés à faire ça, mais c'est souvent dans la formation, je crois qu'on prend des décisions pragmatiques comme cela, et notamment eux
ont fait une lutte acharnée qu'ils ont gagnée, mais pas à 100%. Ils voulaient n'évaluer que les compétences et ils doivent aussi évaluer les ressources. Donc, il- l'évaluation des compétences, c'est annuel. Après, au Québec, c'est 2 trimestres. Alors que l'évaluation des connaissances et des ressources, c'est trimestriel. Alors, c'est un peu... Mais je dirais aussi que si plus on a de niveaux de développement, plus on doit définir notre trajectoire et c'est vraiment très difficile à faire. Mais disons, une question harcelante que Marianne m'a posée la semaine dernière et qu'elle me pose régulièrement. Ben, j'espère que je l'ai traduit bien. Je ne vais pas reprendre la question. Je vais d'abord donner un exemple et après essayer de formuler la question. J'ai une étudiante au doctorat, elle dépose sa thèse maintenant, qui travaille en soins infirmiers et qui était intéressée, c'était l'objet de sa thèse d'ailleurs, le développement de la compétence soins infirmiers, exercer un jugement clinique. Son jugement clinique, voilà. Et bon, il y a plusieurs trajectoires, mais c'est donc des gens, des infirmières cliniciennes, des superviseurs de stage qu'elle a rencontrés. Et je prends une trajectoire de développement qui dure, et c'est 3 niveaux dont elle parle. Alors, elle dit, au niveau novice, l'étudiante reconnaît ou connaît les symptômes ou les problèmes de santé, elle peut nommer la maladie et tout, puis elle peut même prévoir tout ce qui est nécessaire, ben, plusieurs interventions nécessaires en lien avec un problème de santé. Au deuxième niveau, elle, elle reconnaît toujours le problème de santé, elle le traite toujours judicieusement, mais ce qu'elle voit d'abord, c'est la personne. Donc, elle voit un être humain qui a un problème de santé. Et les infirmières cliniciennes, les superviseurs de stage disaient c'est un saut énorme dans la professionnalisation parce qu'au début, elle ne regardait la pneumonie où elle était préoccupée par la pneumonie et la septisation et tout. Alors que maintenant, elle dit ah, c'est une dame ou un monsieur de. Et au troisième niveau, c'est elle voit l'environnement. Et donc, elle voit l'environnement, le soutien social, familial, la personne et le problème de santé. Là, cette trajectoire que l'étudiante, elle s'appelle Louise Boyer en passant, que cette étudiante-là a explicité grâce à une recherche, mais il y a d'autres trajectoires, elle est, comment je dirais ça, elle est filée dans la même, au sujet de la même personne. C'est toujours un problème de santé que je traite, mais bon, et finalement, il est dans un ensemble. Et je pense qu'avec cet exemple-là, on pourrait dire, ah, voilà comment l'étudiante peut progresser. Mais il y a plusieurs trajectoires de développement, notamment, moi j'ai travaillé avec des ostéopathes français qui n'ont pas cette continuité comme ça. Tout à coup, on parle d'un élément, je ne sais pas moi, j'essayais de trouver un exemple avec les enseignants d'histoire, mais je n'ai pas trouvé. Mais on ne voit pas cette continuité de symptômes, personnes, environnement, mais tout à coup, on voit symptômes, puis on s'en va sur une autre logique. Et je pense que la question qu'on m'a posée, c'est, mais comment est-ce que cela peut-il être une trajectoire de développement, puisque ça... Voilà. Mais peut-être que je formule mal la question. Non, mais c'est vraiment ça. Euh, bon, la trajectoire de Louise Boyer, elle est vraiment très développementale. On n'imagine pas que la personne puisse prendre en compte l'environnement, etc., avant d'être Mhm. passée par ce stade où elle ne voit que la maladie, où elle réduit la personne à sa maladie quelque part. C'est très développemental. Alors que dans d'autres trajectoires, on peut avoir des gens qui disent, ben voilà, hein, l'étudiant, il est capable de faire ceci, et puis il est capable de le faire dans une troisième langue, par exemple. Ben, Mhm. là, il y a des étudiants qui sont capables tout de suite de fonctionner dans la troisième langue et qui n'ont peut-être pas encore développé toutes les caractéristiques du premier niveau. Mais par contre, ils peuvent le faire dans une autre langue. Donc là, on est dans quelque chose qui est plus arbitraire, parce que les enseignants ont décidé d'agencer la trajectoire comme ça, mais c'est vraiment une trajectoire de formation. C'est pas vraiment une trajectoire qui représente
quelque chose de développemental qui se fera toujours dans le même ordre, quoi. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir rédiger des trajectoires qui soient réellement développementales, comme celle des infirmières, avec l'exemple de Louise Boyer. C'est vraiment l'idéal, mais je me rends compte aussi de la complexité de concevoir des trajectoires telles que celle-là. Ça demande presque une recherche. Ça demande d'interroger des professionnels, d'observer le développement de la compétence auprès d'une série d'étudiants qui doivent réaliser des tâches. Ce n'est vraiment pas facile. Donc sans doute que pour des équipes qui se lancent dans des projets compétences comme ça, dans un premier temps, on va avoir des trajectoires un peu arbitraires. Et puis avec la maturation du référentiel, on va arriver à des trajectoires plus développementales comme celle de Louise Boyer, qui sont, pour moi, je pense, l'idéal. Et dans un monde idéal, pour poursuivre sur l'idéal, je dirais que ce serait très, très important que chaque équipe, à chaque année, regarde ce qui a été défini et utilise ça comme une forme de régulation par rapport à ce que nous avions prévu. Est-ce que on était vraiment passablement sur la bonne cible ou est-ce que nous avons privilégié des éléments ou pondéré trop fortement ou sous-pondéré d'autres éléments grâce à l'usage?